Je vais demander à Quentin Lucet maintenant de venir sur scène. Quentin, installe-toi près du micro. Quentin qui est architecte chez VPLP, qu'on ne présente plus, mais qui va quand même nous présenter un petit peu rapidement. Et avec lui, on va explorer d'abord un peu rapidement l'état de l'art actuel des IMOCA et des Ultimes, qui sont aujourd'hui les deux grands pourvoyeurs d'activité du secteur, en tout cas ces 2 dernières années. Et puis on va essayer de se projeter un petit peu aussi sur l'après-Vendée Globe et l'arrivée de cette nouvelle catégorie, de cette nouvelle épreuve qui est le Tour du Monde Ultime, qui, si vous n'avez pas reçu le communiqué, partira de Brest. C'est officiel depuis ce matin. Quoi, non? Qu'est-ce qu'il y a, Christophe? J'ai reçu un communiqué. C'est pas bon? J'ai pas bon? Bah si, précise. Ça part pas de Brest. Ça part de Lorient? C'est Brest? Ou non, c'est pas officiel en fait, ça part pas de Brest, il rentre en négociation pour le faire partir de Brest, c'est ça le... Bah vas-y. Bon. Bref, moi j'ai reçu un communiqué qui dit que c'est Brest. Quentin, c'est à toi. Donc c'est parti. Bonjour à tous. Je vais effectivement tâcher de vous faire un petit état des lieux des IMOCA et du collectif Ultime, là où on en est un peu aujourd'hui. Comme le disait Pierre-Yves, je vais commencer très rapidement par vous remontrer un petit peu les deux chefs, Vincent et Marc. Je pense on commence un petit peu à les connaître. Juste cette slide très rapidement pour les... En quelques chiffres, donc Vincent et Marc, en sortant de Southampton, l'école d'architecture navale en Angleterre en 83, se sont dit tiens, si on faisait des bateaux ensemble. Et ils ont commencé avec un multicoque à foil en 83. Et donc depuis ce moment-là, ça a continué. Il y a eu un peu de la spécialisation par chacun des deux. Vincent plutôt en Bretagne pour suivre la filière course et Marc plutôt sur Paris pour tout ce qui concerne le yachting et la croisière. Maintenant là on est une quinzaine d'architectes ingénieurs entre les deux sites. Et sinon, depuis 2006, on s'est associé avec Guillaume Verdier sur des projets IMOCA et également sur le Maxi 100 pieds Comanche. Et donc depuis ce moment-là, on a quand même réussi à faire 12 IMOCA avec Guillaume. Donc on est assez content, ça marche plutôt pas mal. Ça va être le premier sujet dont je vais vous parler, les IMOCA. Donc c'était un petit récapitulatif de la collaboration avec Guillaume Verdier qui a commencé en 2005. On a été abordé par Safran qui a fait le pari, les premiers, de tenter un peu l'association VPLP qui avait plutôt un historique multicoque, foil, etc. Avec Guillaume qui venait plutôt du monocoque, qui avait travaillé chez Finot pendant pas mal d'années. Et donc pour cette première génération d'IMOCA avant le Vendée Globe 2008, on a travaillé sur Safran donc, et Groupe Bell, qui ont été mis à l'eau respectivement en 2006 et 2007. Qui ont eu, j'ai rappelé le palmarès de ces bateaux-là. Il y a les deux premiers, Safran et Groupe Bell en haut, et puis ensuite on a évolué vers la deuxième génération que sont Bank Pop Massif, qui sont deux sister ships, et Virbac Paprec, qui était également inspiré de la deuxième session d'études qu'on a fait après le Vendée Globe de 2008. Et au cours de cette deuxième phase, de ce deuxième cycle, il y a également PRB qui est sorti des moules de Safran. Donc ça c'était pour le Vendée Globe. Donc c'est les années, c'était en 2009 et 2010 que ces bateaux sont sortis. Donc ils correspondent aux deux premières générations d'IMOCA sur lesquelles on a travaillé. Là, avec
avec le nouveau cycle d'IMOCA, avec des évolutions de jauge, dont il me semblait qu'il y avait une slide en premier, je vais peut-être la passer. Non, si c'était ça, un peu ça. Bon, excusez-moi. Il y a eu donc depuis l'arrivée du dernier Vendée Globe, donc en 2012, il y a eu un certain nombre d'évolutions de règles pour essayer notamment de pallier aux problèmes de fiabilité qui ont été rencontrés pendant le dernier Vendée Globe et pour essayer de faire des projets qui coûtent un peu moins cher. Donc il a été décidé au sein du bureau de standardiser un certain nombre de pièces comme le mât ou la quille pour essayer d'accroître les critères de fiabilité sur ces postes-là et du coup de ne pas dépenser de temps à la conception de ces pièces-là et pour se concentrer sur un certain nombre d'autres sujets. Et donc on a été abordé par ces équipes-là pour travailler sur ces nouveaux critères de jauge que je redétaille un peu dans la slide d'après, par donc Safran, Banque Populaire, qui ont été les deux premiers à venir à nous solliciter. Et on a commencé à travailler sur ces projets en mars 2013, avant même, je pense, que tous les critères de jauge soient complètement arrêtés. Et ensuite, on a travaillé avec Edmond Rothschild, Gitana et Saint-Michel Virbach, qui ont fait 2 sisterships chez Multiplast. Yann est dans les parages, je crois, d'ailleurs. Et ensuite, on a été abordé par Alex Thompson pour travailler sur Hugo Boss en Angleterre. Et le dernier projet, Vento di Sardegna, a été vendu, je crois, d'ailleurs récemment, juste après ça. Est-ce que tu sais à qui il a été vendu ou pas? J'ai une petite idée, mais je crois que je peux pas trop en parler. J'aurais essayé. Hein. Donc pour cette nouvelle génération d'IMOCA, les évolutions dans les grandes lignes qui ont été à prendre en compte, il y a eu une évolution des contraintes de jauge, comme je vous disais. Il y a eu une limitation du nombre d'appendices, ça c'était déjà apparu pour le cycle précédent de 2012. Avant, il n'y avait pas de limite en fait sur le nombre d'appendices. Et là, il a fallu vraiment composer avec cette donnée pour la conception des nouveaux bateaux et où clairement aujourd'hui, il n'y a pas d'IMOCA qui n'ont pas de safran, qui n'ont pas une quille. Donc ça veut dire qu'il nous restait en gros deux appendices pour jouer. Là, j'ai mis quelques petits extraits là, des dessins qui correspondent un peu à l'évolution qu'on a pu avoir sur les appendices depuis 2005-2006, où on était parti sur des dérives courbes pour essayer déjà de générer un peu de portance avec ces dérives. Ensuite, on a fait une évolution en 2012-2013 avec des dérives droites qui étaient optimisées hydro, mais qui permettaient quand même de sustenter le bateau. Et l'évolution qu'on a vue pour la dernière génération a été d'essayer d'aller un peu plus loin et d'excentrer vraiment le point d'application de l'effort vertical délivré par ces foils. Donc ça c'était pour les trois petits schémas. Juste dans les grandes lignes, voilà les contraintes avec lesquelles on a dû composer. Donc il y a eu limitation d'un moment de redressement statique. Il y a eu un nombre de ballasts qui était limité. On en avait le droit à 4 maximum, alors que sur les générations d'avant, on finissait avec des bateaux qui en avaient 10 pratiquement. Donc ça commençait à devenir... Il fallait un CAP plomberie pour s'en servir. Enfin CAP, pardon, un peu plus. Et sinon, une nouvelle contrainte a été la limitation sur les matériaux pour essayer d'être un peu plus raisonnable et de ne pas partir sur des matériaux exotiques qui coûtaient trop cher, toujours dans cette optique de réduction des coûts. Après ça, c'est juste pour reprendre, vous avez peut-être déjà vu un peu ce petit crowbar, pour reprendre un peu les forces en jeu au sein d'un IMOCA.
donc l'évolution logique de ces bateaux-là a été toujours d'essayer d'être plus puissants. Donc pour ça, on a fait des bateaux de plus en plus larges. Il y a eu des quilles pendulaires qui sont arrivées. Petit à petit, on s'est rendu compte que de sustenter le bateau, c'était quelque chose qui était quand même assez intéressant, parce que sur un bateau qui pèse 9 tonnes, si on est capable d'alléger de l'ordre de plusieurs tonnes son déplacement grâce à la quille, donc c'est des choses qui ont été faites déjà depuis quelques générations, mais par contre, forcément, c'est ce qu'on voit en bas à droite, le moment créé par l'axe de rotation de quille qui n'est pas horizontal, mais qui génère un angle d'attaque sur le voile de quille, a tendance à faire gîter plus le bateau. Et donc la réponse un peu à ce phénomène-là a été de mettre les foils pour contrecarrer un peu le couple agité créé par la quille. Et ça, c'est en plus de tous les artifices, j'ai envie de dire, archimédiens classiques, que sont le bulbe ou le ballast à eau qui existe sur tous les bateaux. Donc ça, c'était quelque chose qu'on a vraiment on a étudié de façon importante. Et une fois encore, pour revenir par rapport à ce que je disais précédemment, il fallait composer en ayant en tête que les mâts sont des mâts standards. Et il fallait faire des bateaux qui ne génèrent pas plus d'efforts que ce qui était capable de reprendre les mâts IMOCA. Là, sur la slide suivante, c'est des petits extraits un petit peu de performance, mais ça reste assez théorique, parce que tout ce qui concerne les VPP, les prédictions de vitesse, sont assez... prend pas en compte l'état de la mer, l'état du marin, et tout ça. Donc finalement, quand on arrive vers des vitesses de 20-25 nœuds de vent, c'est vrai que c'est un petit peu dur d'être vraiment sûr de la façon dont dont le bateau va se comporter. Mais en tout cas, d'un point de vue de l'étude, purement théorique, nous, on voyait quand même des gains assez importants. Donc si on prend... je me permets. Parce que je ne vois pas de là où je suis en fait. Et donc les comparaisons, donc en haut à gauche, c'est sur du près, en haut à droite sur du reaching, et en bas à gauche sur du reaching un peu plus abattu. Et notre référence, qui est la courbe marron horizontale, et une dérive droite, en fait, dernière génération. Et on compare un peu les gains de performance du foil. Donc typiquement, on peut se rendre compte qu'aujourd'hui, sur un foil, sur des vitesses de vent jusqu'à 15 nœuds de vent, c'est pas très très intéressant, parce qu'on paye pas on paye pas vraiment pour la traînée générée. Mais par contre, on se rend compte qu'au-delà de 15 nœuds de vitesse de vent, on commence à avoir des gains qui sont de l'ordre de 0,4 nœuds sur des allures de près un peu ouvertes. Donc là, des gens commencent à se dire bon, ça va un petit peu mieux. Ensuite, sur une allure de reaching à 90 du vent, dans toutes les phases en dessous de 10 nœuds de vent, c'était assez... la traînée induite par le foil ne paye pas pour sa performance. Par contre, dès qu'on arrivait à des vitesses de vent au-delà de 10 nœuds, là, on commençait à avoir un réel bénéfice sur l'utilisation de ces foils-là. Et aujourd'hui, d'un point de vue purement théorique, encore une fois, je me permets de le préciser, on voyait des gains autour de 15 nœuds de vent jusqu'à 20 nœuds de vent qui montaient jusqu'à 2 nœuds 5 par rapport à notre référent, juste en changeant l'appendice. Et donc, et en bas à gauche, à 120 degrés du vent, là, je n'arrive pas à lire d'ici, mais, mais toujours est-il que c'est sur ces allures-là que les gains étaient vraiment les plus intéressants.
Alors ça c'était juste une petit comparatif pour se souvenir un petit peu. Et finalement, j'ai entendu ce matin pas mal de discussions autour du monotype, ce genre de choses. C'est vrai que enfin, il y a beaucoup de choses qui sont intéressantes sur l'aspect monotype, mais il faut garder à l'esprit. Tu nous rappelles juste quel est le bateau qui t'a mis devant Massif? Ah oui, pardon, c'est le premier vainqueur du Vendée Globe de Titron Lamazou. Écurie d'Aquitaine. C'est ça, Écurie d'Aquitaine. Qui est donc le premier vainqueur du Vendée Globe. Donc c'était pour voir un petit peu l'évolution vers lesquelles on a pu aller. Et même si finalement il y a des évolutions qui se font étape par étape et petit à petit on est plus rapide, on apprend des choses, on se rend compte quand même que on arrive là où on en est aujourd'hui, ou même à faire des flottes de monotypes, parce qu'on a pu aller creuser des choses sur les classes prototypes, et notamment dans la classe mini. Et dans la classe IMOCA, aujourd'hui, ça nous a quand même permis d'aller fouiller des choses qu'on ne serait pas allé voir si on avait pris juste le dernier vainqueur du Vendée Globe et qu'on l'avait fait passer à la machine, à la photocopieuse. Donc voilà, c'était juste une petite illustration. Sinon, vu que c'était un petit peu un des objets, n'est-ce pas, de cette conférence sur les besoins des équipes, nous on se rend compte en fait qu'avec la dernière génération d'IMOCA qu'on a développée donc avec Guillaume, on se rend compte qu'on est vraiment dans le raffinement en fait de la compréhension du fonctionnement des bateaux, et notamment sur les prises de mesure, les enregistrements qu'on peut faire sur le bateau, parce que typiquement la compréhension des efforts générés en navigation en dynamique sont vraiment extrêmement importantes pour raffiner le design et gagner de la masse et donc aller plus loin pour une V2. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui aujourd'hui est un besoin. Si on est capable en dynamique de savoir quels sont les efforts à l'instant T sur le bateau, au niveau des cadènes, au niveau des foils, etc., ça veut dire que demain, on est capable de faire une V2 des foils qui soit peut-être plus légère, plus hydrodynamiquement performante, etc. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est important. C'est vraiment un sujet... Aujourd'hui, on est vraiment, avec les équipes, en train d'échanger sur ce genre de problématiques. Et il me semble, mais ça c'est un peu moins mon domaine de compétences, mais qu'aujourd'hui, l'apparition de ces foils sur ces bateaux-là, on se retrouve avec des comportements de bateaux, comme vous l'avez peut-être vu sur des vidéos qui ont un petit peu circulé dernièrement, mais où la gestion du pilote ça devient super critique, parce que finalement, le bateau, ça avance, plus il avance, plus il s'allège. Plus il s'allège, plus il avance. On rentre un peu dans des spirales qui sont assez incroyables. Et c'est vrai que la réponse que donne le pilote par rapport à ces comportements-là, elle n'est pas forcément... elle doit évoluer. Enfin, c'est quelque chose qui est, je pense que... Aujourd'hui, c'est pas choquant sur des IMOCA dernière génération de voir une gîte de 32 degrés, pourquoi pas. Donc c'est sûr que j'imagine que s'il y a une limitation par la gîte sur la réponse du pilote, c'est des choses qui sont à considérer. Et là, typiquement, hier, je naviguais sur un des IMOCA, et c'est vrai que c'est assez incroyable, parce qu'on prend un riz, on met le Genac fractionné, on tire la barre, et puis on est tout de suite à 24 nœuds, 25 nœuds. Et il y a l'étrave qui sort jusqu'à la quille pratiquement, il y a 8 mètres hors de l'eau, et c'est stable. Et puis c'est vraiment une sensation plus de multicoque en fait que de monocoque, parce qu'on est en train en permanence de chercher à conserver la gîte qui permet d'avoir la portance du foil. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est assez plaisant. Il dit ça d'un ton très très neutre, alors qu'on imagine bien, bien ce que ça peut représenter en termes de sensations.
Alors sinon, donc ça c'était une petite, c'était sur les, voilà c'est ça. Maintenant on va passer sur les ultimes. Bah, les ultimes c'est plus de toute façon là un peu en conception, mis à part Massif qui a été mis à l'eau il y a pas très longtemps. Mais aujourd'hui, en petit rappel sur les ultimes, bah, c'est quand même celui qui est l'initiateur un peu de ce collectif ultime finalement. C'est vraiment c'est Franck, je pense, qui a fait le pari de se retrouver tout seul sur un bateau de cette taille-là, ce qui semblait assez incroyable, enfin, je pense. Enfin, moi, en tout cas, de mon point de vue, j'avais un peu du mal à imaginer qu'on puisse faire une route du Rhum là-dessus. Et c'est sûr que ce bateau-là, il a été conçu à la base pour être mené en équipage. Et donc il a fallu faire des modifications dessus pour qu'il soit traité, pour qu'il soit mené en solitaire. Et c'est sûr que le cahier des charges est quand même radicalement différent entre mener un bateau de cette taille-là en solitaire ou le mener en équipage. Et donc on a réussi à faire quelque chose qui fonctionne pour le mener en solitaire, mais qui n'a pas été conçu à la base pour ça. Donc maintenant, c'est vraiment intéressant de reprendre la boucle de conception en partant du cahier des charges. Ça va être utilisé en solitaire, et donc il faut qu'un homme tout seul puisse, par rapport au plan de pont, puisse par rapport à l'ergonomie, puisse en termes de sommeil, etc., être capable de faire un tour du monde en solitaire. Donc je reprends juste rapidement là, un peu le collectif ultime en nombre. Donc aujourd'hui, il y a 3 armateurs historiques qui sont un peu dedans, Sodebo, Massif et Banque Populaire, et donc qui ont défini un cadre pour justement ne pas entrer dans une course à l'armement et voir des dérives partir sur cette classe-là. Donc une longueur, une largeur, un tirant d'Air Max, et puis des volumes par rapport à des contraintes de sécurité sur les volumes des flotteurs, sur la garde à la mer, pour essayer justement de rester assez raisonnable finalement, et pas partir dans des choix architecturaux trop extrêmes. Et ça rejoint un petit peu aujourd'hui la discussion, ce que disait Tanguy tout à l'heure sur l'interdiction d'utiliser aujourd'hui les asservissements ou le stockage de l'énergie. Peut-être que ça va être amené à évoluer, mais aujourd'hui, en tout cas, pour essayer d'apporter un cadre raisonnable, aujourd'hui, on n'a pas le droit de stocker et d'utiliser des asservissements. Donc aujourd'hui, il y a une flotte navigante de 3 bateaux, donc avec Sodebo Ultime, Massif 100 et puis Actual de Yves, et qui sera bientôt rejoint par Paris d'Export. Et il y a donc deux nouveaux trimarans qui sont en ce moment en conception, un pour Banque Populaire et un pour Gitana. Le bateau de notre ami chinois, tu le mets pas dans la... Alors je sais pas s'il l'ex-Joyon. Ouais, potentiellement, il est dans la flotte. Il est dedans, en effet, mais de ce que j'ai compris, il n'était pas forcément parti pour rester ou pour appartenir au collectif ultime, mais peut-être que tu en sais plus que moi. Non, c'était une question. Je faisais le décompte dans ma tête. Si, c'est un ultime, c'est sûr. Ouais. Alors ça c'était juste une petite page, une petite slide pour reprendre un peu les éléments d'inspiration dans le cadre du développement des classes ultimes, parce que ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, comme ça a déjà été dit ce matin, c'est la Coupe de l'Amérique qui a le plus de moyens pour développer des choses. Ça c'est évident, avec des bureaux d'études qui sont bien largement équipés par rapport à ce qu'on peut faire nous en local. Donc c'est sûr que voilà, nous on a fait quelques campagnes, on est toujours impliqué avec Artemis aujourd'hui.
Et sinon, là, c'est les deux classes C qui ont été développées pour Hydros, sur lesquelles il y a eu quand même pas mal de recherches sur tout ce qui concerne les appendices. Et aujourd'hui, voilà, il y a les inspirations de ces bateaux inshore, mais qui ont une problématique qui est vraiment différente du maxi offshore, qui doit être mené d'autant plus en solitaire. Donc ça, c'est vraiment c'est vraiment le genre de questionnement qu'on peut avoir. Comment gérer en solitaire, où on met le curseur en fait finalement par rapport à ces foils-là. Voilà. Pour finir, c'était juste deux petits rendus de Massif, qui donc a été le premier ultime conçu, de chez VPLP, conçu autour du cahier des charges utilisation en solitaire, pour un programme Tour du monde solitaire. Et donc ça a été vraiment intéressant, justement d'apporter une notion humaine, j'entends par là menée par un seul homme, pour justement utiliser le bateau et puis faire en sorte qu'on soit meilleur qu'avant, quoi. Voilà, c'est un petit peu ce que j'avais à vous raconter là-dessus. Merci Quentin, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions? Non, vous n'avez pas de questions? Ouais, Massif n'est pas au maximum de la jauge définie par le collectif, il me semble. Ouais, non, en effet. C'est vrai qu'il y a plusieurs problématiques. C'est mettre dans la balance le fait d'être capable de mener un bateau en solitaire et d'aller vraiment tout de suite au bord de cadre. Et aujourd'hui, est-ce que la réponse, est-ce que le fait d'être le plus grand et le plus large et le plus puissant possible soit le bateau le plus rapide quand on est en solitaire? Je ne sais pas, c'est peut-être vous les marins qui êtes le mieux placés pour en parler, mais on n'en était pas forcément convaincus. Ouais, c'était un choix, vous aviez déjà les cotes et c'était un choix qui a été défini, quoi. C'est pas... Ouais, tout à fait, ouais, complètement. Ouais, moi j'ai une question sur les IMOCA et les foils. Est-ce que l'usage des foils tels qu'ils sont là actuellement sur les IMOCA, est-ce que ça apporte de la puissance en plus ou de la traînée en moins? Parce que quand je regarde le crowbar, en fait, j'ai pas vraiment l'impression que ça apporte de la puissance, parce que le tilt de la quille fait gîter le bateau quand même pas mal. C'est contré par le foil. En gros, est-ce que en termes de couple, on a gagné ou on a perdu en traînée? Eh ben, donc, du coup, il y a plus de couple du fait du foil qui pousse en dessous, et le fait qu'on ait ce foil-là, on gagne en traînée parce qu'il y a moins de traînée de carène, tout bêtement. Si aujourd'hui on se dit un bateau il pèse 9 tonnes, si on arrive à développer 3 tonnes avec la quille, mais qui a tendance à te faire gîter, mais qu'on développe 3 tonnes avec le foil, et ben on se retrouve avec une coque qui pèse 3 tonnes. Donc finalement, c'est pas mal. Donc en fait, c'est plus en traînée induite de l'ensemble de la coque qui était gagnée qu'en puissance à proprement dit, en réserve, en coupe de redressement qui a été augmentée, quoi. Mais en fait, c'est un peu les deux, je pense, parce qu'on se rend compte sur les nouvelles générations de bateaux qu'on va ballaster plus tard, à d'autres moments, parce qu'à partir du moment où on peut utiliser le foil, eh ben, ça a tendance à effectivement. Donc il y a un peu des deux. Je pense que d'une part, ça fait un équivalent à un ballast d'eau, et en plus de ça, ça sustente du bon côté. Donc c'est vraiment il y a les deux. Et tu parlais de la conduite des IMOCA et que ça devenait vraiment, ça se rapprochait plus d'un multicoque et que c'était très pointu comme conduite. Avec les pilotes automatiques, ça donne quoi du coup? C'est la remarque qu'il avait faite, c'était de dire que ça devenait une problématique ouais, c'est ça, forte. Ouais, c'est ça. Moi après, je suis pas un marin, mais j'aime bien naviguer. Mais c'est sûr que aujourd'hui, je pense que les marins se posent des questions et justement doivent travailler plus sur les pilotes qu'ils ne devaient le faire avant, parce que justement avant c'était plus
j'ai envie de dire, on restait dans des gîtes raisonnables. Et c'est vrai que là, il ne faut pas hésiter à marcher sur les murs, parce que le bateau, il va bien fonctionner quand on gîte beaucoup plus qu'avant, quoi. Question de M. Penfornis. Oui, Quentin, je voulais avoir ton avis sur l'écartement de fait de Spindrift et surtout le risque qu'il y a en mettant un cadre à ce que les prochains bateaux se mettent tous aux quatre coins du cadre. Et donc, est-ce que c'est pas un petit peu dommage pour une classe qui veut être une classe ultime et sans jauge, quoi. Après ça, je ne sais pas si c'est le fait que Spindrift ne rentre pas dans la classe ultime, ça c'est une problématique. Voilà, je vais laisser les gens qui s'en occupent en débattre. Après ça, mettre un cadre, je ne sais pas, est-ce que c'est pas aussi une possibilité d'essayer de rationaliser, je ne sais pas si c'est les coûts, mais en tout cas de ne pas avoir quelqu'un qui du jour au lendemain sorte un projet qui ne rentrerait pas dans ce cadre-là et qui mette tout le monde d'accord. Et il me semble que les restrictions apportées aujourd'hui au collectif ultime ne soient pas de nature à vraiment contraindre l'usage en solitaire de ces bateaux-là. Après ça, il y a des choses effectivement sur l'asservissement, sur le stockage d'énergie qui sont une autre problématique, mais en tout cas, un homme sur un bateau pour faire un tour du monde, il me semble que ce cadre-là n'est pas forcément inadapté. Tu veux dire 32 mètres, ça suffit, c'est déjà pas mal, quoi. Ouais, mais je résume. C'est vrai, 32 mètres, c'est déjà pas mal, effectivement. T'es sûr de ça ? Ouais, tout à fait. Ouais, sur la dernière route du Rhum, en effet, mais peut-être que sur la prochaine, parce que justement, il y a des travaux sur les pilotes. Et si jamais, effectivement, c'est Spindrift qui finit premier à la prochaine route du Rhum, je sais pas. Non, mais je pense que c'était pour pas arriver justement dans cette, il me semble, dans cette ultime limitée, ultime restriction. Ouais, vous faisiez référence au fait que donc, la standardisation des mâts et des quilles sur l'IMOCA avait eu pour but de diminuer les coûts. Est-ce qu'au global, sur les nouveaux projets que vous avez gérés, les coûts ont été diminués par rapport à la génération précédente ? Je ne parlerai qu'en présence de mon avocat. Non, mais c'est une très bonne question, mais je pense qu'il faut faire extrêmement attention quand on parle de coûts, parce que en fait, on entend un peu tout et n'importe quoi, et c'est vrai que je pense qu'il faut être capable de, si on souhaite parler coûts, il faut vraiment parler aujourd'hui une enveloppe composite, combien ça coûte entre aujourd'hui et il y a 4 ans. Il faut dire un jeu de voile, combien ça coûte entre aujourd'hui et il y a 4 ans. L'accastillage, quelle a été l'évolution, toutes ces choses-là, parce que sinon, si on sort si on dit juste, on tire un trait, boum, voilà. Alors, quelle est la raison pour laquelle les coûts augmentent ? Parce que j'ai pas l'impression qu'il y ait eu vraiment réduction du coût des bateaux d'une façon globale. Mais je pense qu'il faut. C'est un débat qui est extrêmement intéressant, mais il faut qu'il soit global, parce que sinon on parle de choses qui sont pas complètes. Mais ce qui est sûr, c'est que typiquement évolution de la jauge, on a eu des restrictions sur les matériaux. Donc ça veut dire que si on reprenait la copie d'avant et qu'on mettait les nouveaux matériaux, les nouvelles restrictions des matériaux, on finissait avec des bateaux qui étaient plus lourds que ceux d'avant. Donc on ne pouvait pas faire comme avant. Donc il a fallu se poser des questions, raffiner, et en effet, ça fait des bateaux qui sont pas plus simples à construire, je crois, et donc forcément qui doivent être un petit peu plus chers. Est-ce que globalement l'augmentation des contraintes, quelles qu'elles soient, ne renchérit pas le coût de construction Des contraintes sur la plateforme ? Oui, des règles de construction. À chaque fois que tu mets une couche de règles supplémentaires, l'homme étant ce qu'il est, en particulier les compétiteurs, et vont du coup se concentrer sur une autre partie où il y a moins de contraintes.
mais qui est plus étroite. Et donc du coup, il faut investir encore plus pour pouvoir gagner. Bah oui, non, mais c'est vrai. En l'occurrence, là, il semble que les bateaux sont structurés de manière extrêmement sophistiquée. Donc ils sont beaucoup plus complexes à construire. Et que du coup, là où on a gagné un peu d'argent en standardisant, on en perd en renforçant l'aspect prototype. Ouais, non, mais c'est sûr que finalement, en apportant plus de contraintes, on se rend compte que c'est plus dur d'avoir une idée originale qui fait que c'est pas un projet qui a un énorme budget qui va être capable d'avoir le plus compétitif. Ça, il me semble que c'était quand on travaillait sur l'IMOCA de Vincent Rioux, qui n'avait pas un budget énorme, et je sais que lui, il était quand même il est assez doué dans cette démarche-là, justement d'être capable de faire un projet malin en essayant de composer avec les degrés, avec la liberté qu'on a au sein de la classe, c'est sûr. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Est-ce que tu peux nous parler des front foils de Massif Alors, et elle devant à quel point de vue, ce qui se passe ce qui s'est passé à la livraison, quoi. À la livraison. Ah oui. Ouais. Alors, voilà, c'est une question. Tu peux poser clairement ta question parce que tout le monde ne comprend pas forcément. Le bateau navigue sans foil, peut-être pas aujourd'hui parce que j'ai pas vu récemment, mais savoir quel souci il y a eu. Si c'est des soucis, hein, bien sûr. Je veux pas... je pense que ça fait des pièces quand même qui sont assez compliquées, juste en termes de mise en œuvre. Et de ce que j'ai compris, c'est que on voulait partir sur une conception qui soit vraiment fiabilisée parce que l'objet n'était pas de changer de foil tous les 6 mois. Et du coup, on a fait des campagnes de tests qui ont été un petit peu longues et qui n'ont pas permis de réaliser ces foils en temps et en heure au moment de la mise à l'eau. D'autres questions ? Moi, j'ai juste une toute petite question du point de vue de l'architecte, mais c'est aussi une question un peu business. Une fois que ce tour du monde ultime se met en place, que cette nouvelle génération de bateaux se met en place, que les plus gros armateurs dans la course au large en France investissent dans cette classe, que va devenir l'IMOCA ? Est-ce que vous allez avoir autant de commandes ? Est-ce que vous êtes déjà sur le coup d'après ? Comment est-ce que dans un cabinet d'architecte ou dont le métier est de dessiner ce type de bateau, comment est-ce qu'on anticipe cette évolution-là ? Mal. Non, mais je pense que on est aujourd'hui là, le collectif ultime, on parle déjà dans 3-4 ans en effet, avant de voir une vraie flotte fiabilisée qui fonctionne. Je pense que on n'est pas sur le même programme qu'un Vendée Globe. Même si c'est une course qui est assez similaire, mais c'est pas la même histoire non plus. Là, c'est une nouvelle course qui est assez élitiste et où on va dire que des projets qui vont raconter une aventure, il y en aura bien sûr, mais il y en aura peut-être moins. Enfin, c'est sûr que le plateau au départ d'un Vendée Globe, c'est incroyable. C'est une Transat Jacques Vabre où il y a 21 IMOCA au départ. Il y en aura plus au Vendée. Il y en aura plus au Vendée. Bah oui, ouais, bien sûr. Mais aujourd'hui, j'ai pas l'impression, mais peut-être que c'est un peu naïf comme jugement, mais que ça fasse forcément de l'ombre à la classe IMOCA aujourd'hui, ces ultimes. Oui. Une dernière question. Ouais, une dernière question. J'ai 20 millions d'euros. Il y a une course en 2019. J'ai jusqu'à quand pour me décider et appuyer sur le bouton et vous appeler pour faire un ultime ? Alors, on fait un rétro-planning. On peut se voir peut-être après. Mais je sais pas, en termes je pense de fiabilisation de bateau, faut compter. Je pense que 6 mois on est juste. En 1 an, on commence à bien maîtriser le bateau. En termes de construction, je crois qu'il faut compter, j'ai en tête 18 mois. Je ne sais pas si c'est bien de ça dont on parle. Donc ça y est, on est déjà à 2 ans et demi. Et après ça, faut nous laisser un petit peu étudier quand même pour essayer de faire quelque chose qui soit un peu différent et qui fonctionne mieux que ce qui a déjà été fait. Donc si vous nous laissez 6 mois, c'est sympa.
Donc on parle de 3 ans, donc on peut commencer en janvier. Il y aura un guichet pour les candidats, il y a un guichet unique juste en sortant. Vous allez voir Quentin Lucet, Yann Perfonis, ils vont vous faire un package global. Est-ce qu'il y a un fabricant de voiles dans les parages aussi? Comme ça serait. Il y a Rémi qui est là, voilà, Rémi. Voilà. Merci beaucoup Quentin, merci pour toutes ces infos, on peut l'applaudir. Merci à vous.